Alors, bonjour à tous. Nous allons démarrer ce webinaire, le troisième d'une série de 7 ou 8 dans cette année de 2024. Alors, je suis seule à bord aujourd'hui, Véronique Mercadier étant appelée vers d'autres fonctions aujourd'hui. J'aurai le plaisir d'animer, d'ouvrir seule et de clôturer ce webinaire qui devrait durer environ 45 minutes. Alors, ce webinaire fait partie d'une série qui a été commandée par le Comité régional du tourisme et des loisirs de la région Occitanie. L'objectif est de créer des petites pastilles vidéo d'échanges sur des thématiques pour vous permettre de mieux gérer, mieux fonctionner, mieux réfléchir le pilotage des offices de tourisme de la région. Alors, vous êtes deux participants. On va peut-être attendre deux petites minutes, deux, trois minutes, histoire d'attendre d'éventuels retardataires. J'en profite pour vous dire que ce webinaire sera disponible en replay. Alors, je n'ai pas la date, a priori, maxi début de semaine prochaine. Je partagerai évidemment le support sur lequel je m'appuie. Voilà. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez poser des questions via le chat qui se situe alors pour vous en bas, je crois. Pour moi, il est en haut de votre écran. N'hésitez pas. Si je ne réponds pas instantanément, ben, je répondrai sur la fin. Et je me permettrai, si vraiment on est bloqué, de vous répondre soit par mail, soit en différé, on verra. Alors, Euh, nous avons choisi avec Véronique une thématique sur le conflit social et la dégradation du climat social. Euh, alors, ces thématiques-là, alors, me sont chères et m'occupent grandement quotidiennement. On a préféré faire ce webinaire en deux parties. La première partie était la notion d'évaluation, comment on essaye de comprendre dans le cadre dans lequel on est. Je vous invite à télécharger le replay du webinaire qu'on a réalisé en avril qui vous permet d'avoir quelques bases de réflexion sur les causes des conflits et l'évaluation qu'on peut en faire en amont avant d'agir. Alors, aujourd'hui, l'idée est de voir quelles peuvent être les solutions. On va parler de positionnement managérial, on va parler de médiation, on va parler d'arbitrage, on va parler de négociation. L'idée, au-delà des outils classiques de management, l'idée, c'est de se dire, quand on est dans un conflit, il n'y a aucune solution, il n'existe pas de solution miracle, mais l'idée, c'est d'avoir des pistes de réflexion pour sortir du cadre managérial classique et de se dire, ben, on a du temps, on va gérer dans la durée. Voilà, donc je vais vous donner quelques brides d'infos. Alors, un petit préambule vite fait. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi les webinaires, je m'appelle toujours Claire Zanier. Je suis toujours gérante du cabinet Conseil CZ Conseil et Formation qui est positionné à Montauban. J'interviens sur la France entière, sur des thématiques essentiellement managériales et droit du travail. Donc, j'interviens sur de la gestion des conflits et des environnements dégradés, sur du dialogue social, la mise en place du dialogue social.
et des problématiques de santé, sécurité au travail. Le cœur de mon métier reste le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Alors, le contexte de alors, on est parti d'un a priori que le climat social était tendu, c'est une accroche évidemment. On peut avoir plusieurs signaux, un turnover important, des arrêts maladie, des incidents entre collaborateurs, le désengagement des collaborateurs et comme je vous l'ai dit en aparté, après l'analyse, place à l'action. Voilà. Alors, dans le sommaire, alors, j'ai dit trois principes managériaux, je crains qu'il y en ait un peu plus. Les principes managériaux, on va en voir quelques-uns, un peu plus de trois, j'en ai bien peur. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via le chat qui est situé en bas ou en haut. Ça, malheureusement, je n'ai pas l'information. Alors, pour rappel, un conflit, c'est un déséquilibre. C'est considéré comme une conséquence et les effets duquel que ce conflit produit, un déséquilibre personnel ou collectif. Une modification des équilibres des organisations ou des personnes lorsqu'il y a des pathologies psychologiques. Bref, il y a une notion de euh, conséquences, voilà, et de changement des équilibres. Ça peut être, alors, un conflit est un moteur ou un frein de la dynamique institutionnelle et collective. Alors, plusieurs mots-clés dans ce que je viens de dire, le mot conséquence et le mot équilibre, déséquilibre. Ce qui est sûr, c'est qu'un conflit peut être un moment normal et salvateur pour une organisation. C'est un moment de transformation. Le conflit peut être caractérisé parce qu'il c'est une évolution, un déplacement vers d'autres buts, la disparition d'un fonctionnement, un développement. Ça reste un peu théorique, mais l'idée est de vous dire que un conflit, on ne peut pas éviter les conflits. C'est un moment de transformation et qu'il faut prendre en tant que tel, et c'est un moment salvateur. Alors, un petit rappel sur le conflit. Alors, un individu a plusieurs comportements pas face à un conflit. Alors, l'individu, ce sont les collaborateurs, ça peut être le dirigeant, le manager. Alors, il peut avoir plusieurs types de comportements. Il peut ignorer le conflit et faire semblant de l'ignorer, donc c'est l'évitement. Il y a rien de sympathique à rentrer dans un conflit, ça demande beaucoup d'énergie. Le conflit libère une énergie folle, il faut être capable de l'assumer. Et c'est pas toujours évident sur le moment dans lequel on est dans sa carrière professionnelle. Euh, Alors, une tentative aussi, ça va être de nier les faits, c'est de se dire non, en fait, tout va bien, c'est juste que, et on va pas nommer le conflit systémique. On va dire on a un problème de personne et ce problème va se régler de soi-même. Un individu peut aussi avoir un autre comportement, c'est de séduire ou de culpabiliser ou de faire culpabiliser. C'est la manipulation. En gros, c'est pas mon problème, c'est celui des autres. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, il faut en avoir conscience. Euh, on peut avoir aussi une autre approche alors on n'est évidemment pas là pour juger tout ça. On peut avoir une approche non violente. Alors, un individu, soit qui est moteur d'un conflit, soit qui est témoin d'un conflit, soit qui est proactif par rapport à un conflit. C'est quelqu'un qui se concentre d'entrer dans une approche non violente et
de toute façon, on va arriver à trouver une solution. Nous pouvons aussi avoir un autre comportement qui est le fait de s'accommoder de la situation et de dire bah, finalement, moi, je me soumets à cette situation parce que c'est pas mon truc, quoi. Enfin, en gros, je vais y arriver, j'ai la ressource, etc. D'autres individus, qu'on soit bien d'accord, managers, chefs d'équipe participants, collaborateurs lambda à un conflit, peuvent devenir violents. Euh, et l'idée, c'est d'envisager la réponse au conflit comme une réponse autoritaire et oppressive. Alors, la violence n'est pas forcément pourvoyeuse de bruit et de fureur. On peut avoir une réponse autoritaire et oppressive qui soit simplement, qui soit imposée dans la souffrance avec, on sait qu'on va aller dans la souffrance et c'est pas qu'on se complaît dans la violence, mais on accepte ce côté oppressif et de faire mal à l'autre. La violence, ça implique une douleur ou une souffrance donnée à l'autre. Le septième point qui rejoint le premier et le deuxième, c'est-à-dire la démission complète, c'est la fuite. Il y a une différence entre éviter le conflit et fuir le conflit. C'est pas le même geste ou le même fonctionnement de travail. L'évitement, le fait de nier les faits, on est sur une logique de contournement, on continue à avancer. La démission, on arrête d'avancer. Donc c'est important d'avoir en tête qu'on peut avoir plusieurs types de comportements par rapport à un conflit. La première solution par rapport à, au conflit, c'est évidemment le recours managérial, c'est utiliser les outils managériaux de base qu'on peut avoir, à savoir le premier point, c'est le management directif, c'est-à-dire qu'on est très présent sur le terrain et qu'on va être centré sur des objectifs très précis. On est moins dans la relation, on est moins dans la construction de solutions qui soient porteurs de compromis. On pose un objectif, on sortira de ce conflit-là, on met en place des choses. Et ce qui est sûr, c'est un manager directif, il fixe des objectifs et il est très présent sur le terrain. Il est là auprès des équipes. Euh, on ne peut pas régler un conflit en déléguant et un conflit sévère, je parle, et en étant uniquement sur un mode délégatif ou participatif, en considérant que les personnes vont trouver eux-mêmes leurs solutions. C'est intéressant, mais on va le voir après, le mode de négociation est là, soit quand la situation n'est pas complètement dégradée, ou quand elle est très dégradée et que le manager directif n'a pas toutes les solutions. Ce qui est sûr, c'est que sur des types de conflits, de fonctionnement, ça reste quand même un outil intéressant. Voilà. Donc, quand on est sur du management directif, alors, désolé pour cette interruption, je reprends. Alors, le recours managérial, j'en étais aux sanctions. Alors, il est important aussi de se dire qu'en cas de conflit, c'est très important d'agir sur le plan juridique et du contrat le juridique et contrat de travail. Donc, c'est important aussi de dire qu'un avertissement peut avoir un effet sur le conflit, peut permettre
de poser la position de la direction de manière efficace et juridique. Et on peut évidemment, en cas de faute d'un collaborateur, envisager un licenciement ou organiser, en tous les cas, organiser le départ de certains collaborateurs ou certaines collaboratrices. Ça reste évidemment un moyen de fonctionner. Alors, le risque, évidemment, quand on est sur du management directif avec un principe de sanction, on est sur de la gestion courte du conflit et le risque, c'est que le conflit puisse devenir latent et, euh, et on peut se retrouver face à une contagion. Donc, là, par rapport à ça, il faut montrer l'exemple, beaucoup de pédagogie et éviter la contagion, beaucoup communiquer avec le reste des équipes. Alors, première technique quand on a passé ce cadre managérial-là, c'est la notion d'arbitrage. Alors, l'arbitrage, on n'a pas besoin d'avoir un tiers extérieur. Le principe de l'arbitrage en cas de conflit, c'est que chaque partie demande un arbitre. C'est pas toujours le cas, on peut pas toujours le faire, mais c'est intéressant que vous ayez cette notion-là en tête si on est dans un cadre dégradé. L'arbitre, c'est quelqu'un qui n'est pas partie prenante ou qui est éloigné du système de travail. Éventuellement, cet arbitre désignera lui-même un troisième arbitre. Donc on a deux parties, deux arbitres qui peuvent nommer un troisième arbitre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va déléguer à des tiers même internes, l'organisation et le fonctionnement de la parole au moment du règlement des conflits. Très important, un arbitre reste impartial et sait tenir ses émotions. L'autre solution est la médiation. Le principe de la médiation par rapport à l'arbitrage, là, on a clairement un intervenant extérieur. Par contre, le fait de prendre un intervenant extérieur, alors ça peut être un médiateur judiciaire, ça peut être un avocat qui est habilité à faire de la médiation, ça peut être également un préventeur en matière de santé au travail qui peut organiser la libre communication. L'intervenant extérieur, la seule chose, c'est que il doit y avoir une véritable volonté de négociation des deux parties au départ. La direction, et ensuite on va se retrouver avec un groupe de collaborateurs ou deux collaborateurs entre eux. C'est un moyen d'avoir un relais qui va faciliter la discussion et qui va guider et éventuellement provoquer la réflexion. Je voudrais attirer maintenant votre attention sur la négociation, qui est un autre stade différent du règlement des conflits. Le but du jeu, c'est clairement en interne, ce sont des techniques pour organiser, pour essayer de concilier des points de vue opposés. La négociation peut être évidemment conflictuelle, ça c'est sûr. On sait qu'à un moment donné, il y a un gagnant et il y aura un perdant. C'est le principe des gros conflits. C'est le cas lorsque les préjugés concernant l'un ou l'autre des individus existent et lorsque les intérêts sont totalement opposés. Le but, c'est de limiter les préjugés. On est d'accord que plus on va limiter les préjugés et plus on va essayer de rapprocher ses intérêts et moins on va être sur une négociation de type gagnant-perdant. C'est vraiment la solution qu'on va trouver quand il va falloir qu'on tranche le conflit et que on n'aura pas pu lever les préjugés et on aura des intérêts qui seront trop opposés. C'est évidemment pas un mode de négociation à utiliser en premier degré.
L'autre solution, c'est la négociation de manière coopérative. Le but du jeu, c'est de trouver un consensus, une solution qui soit globalement satisfaisante, soit une concession, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une ou les parties vont renoncer à une partie de leurs prétentions et ou alors un compromis, c'est qu'on va faire en gros, on va arriver à chacun fait des concessions. Soit une partie fait des concessions, soit les deux parties font des concessions, et là, on va parler de compromis. Alors, lorsque j'ai monté ce document, il m'a paru important de vous donner le vocabulaire de la gestion des conflits. La notion de consensus, de concession et de compromis, c'est du vocabulaire qu'on doit utiliser quand on cherche une solution. Alors, pour arriver à des concessions, des compromis, je vous propose plusieurs techniques de négociation. Je vais les balayer, vous n'hésitez pas à les relire. Ça reste, il y a peut-être certains points qui pourront être ardus dans le cadre d'un webinaire rapide. Euh, N'hésitez pas à les relire et à appréhender tout ça et à revenir vers moi ou Véronique pour voir comment on peut faire sur le terrain. La première technique, la technique du pivot. La technique des pivots, elle consiste à obliger l'adversaire à négocier sur des objectifs secondaires, mais formulés de manière exigeante. On cède sur ces objectifs secondaires et en contrepartie, on va céder sur les objectifs secondaires, mais on va exiger des concessions sur l'objectif principal. Alors, c'est important de se poser la question dans cette technique-là, c'est quels sont les objectifs principaux et les objectifs secondaires. Et alors on va parler d'adversaire, je suis désolée, c'est le terme. C'est important de se dire sur quoi on ne pourra pas lâcher et sur quoi on va pouvoir négocier une partie des choses. Ça, c'est important de travailler sur ces deux niveaux d'objectifs. On appelle ça la technique des pivots, on pourrait l'appeler autrement. Autre technique, la technique du maniement du temps. Ces techniques, elles consistent à jouer en allongeant la durée de la négociation pour user l'adversaire et puis brutalement exiger des délais et fixer des ultimatums. En gros, on parle de guerre des nerfs. La guerre des nerfs, c'est pas une technique pacifiste de règlement des conflits, mais il faut savoir que ça existe. Par contre, c'est pas une technique qu'on va utiliser sur un premier niveau. Quand on doit négocier, sortir d'un conflit, on joue pas la montre. C'est vraiment quand on a usé toutes les cartouches. La notion de guerre des nerfs, la déstabilisation de l'adversaire, ça a un inconvénient, c'est que quand on négocie avec une personne en face, si elle est déstabilisée, ben on sait qu'on va déplacer le conflit sur d'autres lieux, d'autres sujets. Par contre, voilà, on sait que c'est une technique qui existe et je vous la présente en tant que telle. Alors, n'hésitez pas à intervenir ou à poser une ou deux questions. C'est évidemment avec plaisir. Les techniques de négociation, alors encore une, c'est la technique du point par point. Elle consiste à découper la négociation en micro-thèmes et chercher une série de compromis progressivement. Alors, cette technique permet de ne pas effrayer l'adversaire et de grignoter petit à petit ses positions. Alors, grignoter ou avancer petit à petit. Et le but surtout, c'est de ne pas fatiguer
l'autre partie prenante au conflit. Cette technique-là, elle est utilisée quand on négocie des accords d'entreprise et qu'on est dans un environnement qui est conflictuel sans trop. Euh, c'est, c'est une technique quand la situation est pas très dégradée et on cherche à faire évoluer un système de travail. Quand on cherche à faire évoluer un climat social qui est un petit peu dégradé, cette technique du point par point, elle est très intéressante. Moi, c'est celle que j'utilise. Et en plus, elle permet de travailler sur une notion de temps et ça permet de permettre à vos interlocuteurs de digérer les informations et leur permettre de construire eux-mêmes leur argumentaire. Donc le point par point, voilà, mon point de vue, il est là. La technique des jalons, alors elle consiste à faire admettre des points apparemment sans rapport avec le thème principal de la négociation pour finalement raccorder tous les petits jalons et mettre l'adversaire devant le fait accompli. C'est en gros, on a un désaccord, on avance à petits points et à un moment donné, on va sortir le grand jeu et on va mettre l'autre partie prenante devant le fait accompli. C'est une technique qui est un peu plus fine et pas moins évidente à mettre en œuvre. Je vous la donne pour mémoire. Évidemment, on en parle en aparté ou lors de ce chat, pourquoi pas. Alors, les mots-clés sur cette technique, euh, c'est de travailler sur encore des objectifs secondaires et d'avancer progressivement et sans dévoiler l'objectif principal derrière. La technique des bilans, elle consiste à faire établir par l'adversaire la liste des prétentions qu'il souhaite obtenir immédiatement en termes d'avantages pour lui et d'inconvénients pour soi, en gros. En gros, lui faire prendre conscience que on fait un point tout de suite sur les avantages et les inconvénients pour toutes les parties. On fait formuler à tout le monde. On formule soi et on fait formuler à l'autre les avantages et les inconvénients pour la partie adverse. Ça permet à votre adversaire ou à votre interlocuteur, à votre partie prenante au conflit d'avoir conscience, d'intégrer la réalité de l'autre. Dans un deuxième temps, on présente des solutions pour équilibrer le bilan. Donc, tout le monde s'exprime sur les avantages et les inconvénients pour soi et pour l'autre. Et dans un deuxième temps, on va présenter des solutions pour rééquilibrer le bilan. C'est bien entendu, les solutions présentées sont les véritables objectifs qu'on poursuivait. Ça implique évidemment qu'on est au clair avec ses objectifs à soi. On n'avance pas petit à petit, on sait déjà à peu près là où on veut aller et là où on veut pas aller. Les non-dits. Cette solution, elle est intéressante parce qu'elle permet de rééquilibrer un bilan qui a été posé et ça permet de respecter les intérêts des deux collaborateurs. Alors, la technique des quatre marches, j'ai souhaité la mettre sur une même diapo, même si c'est pas forcément lisible, mais c'est important qu'on ait tout en tête. Alors, c'est la technique des quatre marches. C'est un jeu de repli dans lequel on évoque des solutions de manière progressive.
Il s'agit de présenter d'emblée quatre solutions et non pas deux, et c'est souvent, comme c'est souvent fait, de manière caricaturale. Alors, souvent, on présente, on présente une notion d'équilibre immédiat. Si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. L'idée, là, c'est de dire qu'on va présenter plusieurs solutions, on va travailler de manière plus systémique, on va aborder beaucoup de solutions. La première solution est au-delà de son propre seuil de rupture, elle est beaucoup trop avantageuse pour l'autre et dramatique pour soi. C'est en fait une solution de pure forme. On part de la solution extrême. La deuxième solution est peu avantageuse mais acceptable pour soi et excellente pour l'autre. La troisième, c'est l'inverse de la seconde. Et la quatrième, c'est l'inverse de la première. Exactement. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer rapidement. Il faut le relire. C'est une notion de jeu. On part de deux solutions. De la première solution et la dernière solution sont des solutions un peu extrêmes pour tout le monde, pour l'interlocuteur et pour vous-même. Et première solution est un peu plus avantageuse pour votre interlocuteur et difficile pour soi. Et la seconde solution va être, pardon, seconde et troisième vont être un peu plus pondérées. Le but du jeu, c'est d'éliminer des solutions extrêmes. Ça a quand même un intérêt, c'est de présenter les solutions difficiles pour les deux parties et présenter des solutions qui vont être acceptables, même si peu avantageuses, pour les deux parties. Ça, c'est intéressant, cette technique. Vous relirez évidemment parce que c'est un peu ardu, ça peut paraître un peu ardu, mais cette solution, elle est vraiment utile quand on, on est face à un conflit qui est très dégradé, où il y a beaucoup d'émotionnel. On a beaucoup de scénarios catastrophes qui circulent dans la discussion et c'est important de mettre plusieurs solutions, les solutions catastrophiques et les solutions de compromis. C'est un moyen, plutôt que d'avancer pas par pas, c'est un moyen, souvent c'est une technique qu'on utilise en en première instance pour poser les choses. Souvent, cette technique des quatre marches, elle arrive au début et ensuite on utilise la technique des jalons, la technique pivot, etc., qui sont des techniques où on a déjà commencé à discuter. Là, pour l'instant, on n'a pas commencé à discuter. Ce qu'il faut comprendre, cette technique, c'est ça. Ça permet d'éliminer des solutions qui sont difficiles, dangereuses, etc. et les argumenter. La technique des quatre marches implique que ça soit long. Voilà. On est face à une négociation longue. On est dans le cas d'un conflit dégradé où on a beaucoup de parties prenantes. Alors, ça, ce sont des techniques de résolution ou de négociation quand les conflits sont là. Je vais finir mon propos pour évoquer encore des principes de base, c'est-à-dire la prévention. Euh, alors, avant d'arriver dans un conflit, on a évoqué ensemble l'évaluation, les négociations de conflit. Après, il me semblait important pour terminer, c'est de vous poser des grands principes, les grands principes de prévention. Le premier principe est la formation la formation des individus. Alors, former à quoi? Former à la communication non violente. Ça peut être un levier pour avancer dans la résolution des conflits. On peut aussi former les personnes à la réalité de certains sujets, la réalité économique par exemple,
Aujourd'hui, beaucoup de conflits interviennent parce qu'on n'a pas toujours conscience de la capacité de la structure de travail à supporter des changements. La notion de budget est souvent absente des réflexions des collaborateurs. Alors, on n'est pas là pour les rendre compétents sur ces thématiques-là, mais souvent quand on les forme sur ces thématiques de fonctionnement, de pilotage, de gestion budgétaire, on peut avoir une prise de conscience de pourquoi l'employeur ne peut pas accéder à certaines demandes. Ça paraît évident, mais c'est pas toujours fait. Autre levier de formation, on peut avoir la formation sur évidemment toutes les préventions, santé, sécurité au travail, ou les accompagnements santé au travail. Ça peut être un levier intéressant parce que souvent les conflits sont souvent une perte de repère par rapport à l'altérité, à l'autre, à sa réalité. Donc c'est intéressant d'aborder cette question-là sous le plan de la sécurité et la santé. Moi, je vois je trouve que dans les organisations, on arrive à prévenir des conflits aussi quand on prévient tous les cas de harcèlement, les harcèlements moraux, les harcèlements sexuels, les comportements violents, voilà, de manière générale. Former toutes les parties prenantes de l'organisation, bah, ça c'est un levier pour prévenir les conflits. Euh, Former les gens au cadre juridique qu'il pourrait y avoir, non, un CSE ne peut pas faire certaines choses, un employeur peut faire certaines choses mais pas d'autres. Ça peut être aussi un levier. Un autre point que je trouve important, c'est accepter le principe de diversité, diversité des points de vue, diversité des valeurs. Dans la notion de diversité, il y a une notion d'altruisme. On ne parle pas de bienveillance, on parle de comprendre qu'on est dans une organisation faite d'humains différents dont vous faites partie si vous êtes manager, responsable de service ou simplement collaborateur en charge de sujet. C'est important de se dire, en face de nous, on a des gens qui ont pas le même socle de valeurs de référence. Je vous renvoie à la visio qu'on a, au séminaire ou au webinaire qu'on a mis en place en avril avec Véronique pour pointer les valeurs qui peuvent déclencher des conflits. Et c'est important de se dire, bon, ben là, on est face à une réalité qui est différente, que je ne comprends peut-être pas, mais on est face à une diversité, donc comment faire pour l'accepter? Voilà. Euh, alors, pour info, les organisations fonctionnent bien lorsque on a une diversité des points de vue. Même si c'est pas facile tous les jours, les organisations avancent avec cette diversité. Ça, c'est ce que je peux vous relayer de ma pratique. Et le dernier point, je vous en rajouterai la version définitive de ce document, mais le dernier point qui me paraît important de poser dans cette vidéo, c'est d'asseoir la relation sur un principe de respect inconditionnel. On se parle correctement, on échange, on s'exprime, mais on respecte le point de vue et on écoute le point de vue et on évite les manques de respect. On s'interroge sur où commence et où finit le manque de respect. En tous les cas, poser la question du respect mutuel dans les organisations de travail, c'est important, surtout quand on est dans le cas d'un climat dégradé. La question du respect, c'est un prérequis au règlement des conflits.
La notion de respect est fondamentale. Le respect de la parole et le respect de l'altérité sont fondamentales. Voilà. Voilà pour ce webinaire du 7 juin sur comment gérer, comment appréhender la gestion des conflits, les quelques principes managériaux, quelques techniques. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous permettra de creuser cette thématique-là. Euh, alors, certaines diapos étaient plus denses que sur certains webinaires, je m'en excuse. Je vous invite vraiment à relire les diapos, à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous relisez, à mon avis, il n'y aura aucun souci. Et en conclusion, ce que je vais vous dire, c'est que tous les conflits peuvent être salutaires et permettent de transformer les organisations. Et s'ils sont bien gérés, on rentre pas dans une violence larvée et on change les organisations et on fait évoluer les individus. Donc c'est aussi, le conflit, c'est aussi un moment de communication avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Voilà, donc j'espère vous avoir au moins sensibilisé à cette notion de technique de gestion des conflits, qu'on soit manager ou qu'on soit collaborateur. C'est pas du tout fermé pour les collaborateurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne relecture, bonne écoute, réécoute de ce webinaire si vous en avez besoin, à votre disposition. Et je vous retrouve le 21 pour parler congé avant les vacances. Voilà. Merci Fatima pour votre retour. Voilà, l'idée c'était que vous ayez à réfléchir. Je vous dis à très bientôt.